va laisser la place à la discussion entre des personnes qui n'ont pas toujours partagé les mêmes idées, entre des personnes qui ont écrit leurs idées, éventuellement dans les bouquins, comme mon ex-chef de service Nathan Clumec ici à côté de moi. On va essayer de voir sur différents points de l'évolution de cette pandémie, ce qu'on peut en tirer comme controverse et comme, si possible, idées qui vont dans le même sens. Actuellement, en Belgique, on a fait, depuis le début de la pandémie, 3 fois plus de tests que le nombre d'habitants. 32 millions à peu près de tests, ça vous donne une idée. On a 3,5 millions de cas PCR positifs. C'est un tiers de la population belge. C'est bien sûr une petite partie seulement du nombre de personnes qui ont fait la pathologie, mais ça vous donne une estimation. Ça a coûté à la Belgique 111 000 hospitalisations. 11 000 hospitalisations, c'est vraiment un très gros paquet par rapport au nombre d'hospitalisations habituelles chaque année. Et à côté de ça, on compte de l'ordre, vous le savez, de plus de 30 000 morts étiquetés Covid, même si d'autres chiffres, qui sont ceux de la surmortalité, nous placent plutôt du côté des 26 ou 27 000 décès. Alors, quelle est la protection qu'on a en Belgique par la partie vaccination? Et c'est la dernière minute de causerie ex cathedra, si on peut dire. On a eu pour l'instant 25 millions de doses de vaccins qui ont été administrées dans le pays. Ça veut dire 9 millions de personnes qui sont vaccinés, 9 millions sur 11 millions et demi. On est 11 470 000 à peu près. Ça veut dire 80% de la population ou 89% des gens de plus de 18 ans. Et si on regarde le fameux boost, la fameuse 3e dose, que peut-on dire? C'est que 7 millions de personnes l'ont reçu, c'est-à-dire 3/4 des gens de plus de 18 ans. Je pense qu'on peut fragmenter un peu le sujet. Et un des points qui, je trouve, était interpellant, c'est de se dire, avant les vaccins, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a éventuellement foiré? Je pense qu'au début de cette pandémie, on s'est trompé, on a sous-évalué un mode de transmission qui s'avère être le mode principal de transmission, c'est la transmission aérogène. Et quand les premières études ont paru qui disaient clairement, qui montraient clairement qu'on pouvait attraper le virus en étant dans un autobus où devant, à le premier siège de l'autobus, il y avait un patient infecté et on se trouvait tout à fait à l'arrière de cet autobus, eh bien, on pouvait attraper le SARS-CoV-2. C'était une publication qui n'a pas reçu l'attention qu'elle aurait dû. Quand ces faits ont été présentés à l'OMS, la réalité a été niée. Je dis bien niée. Et ça a même été signalé dans un tweet, puisqu'on parle de la communication rapide, par un tweet de l'OMS qui a qualifié la transmission aérogène de fake news. Et donc les conséquences ont été dramatiques. À part un plan dont je peux en parler, puisque je l'ai en partie rédigé concernant la pandémie grippale qui a été mise dans un placard et qui prend la poussière depuis plus de 15 ans, on n'a pas grand-chose. Donc est-ce que ce n'est pas là un des trous aussi qu'il faudrait combler dans le futur? Mais quand je dis qu'on a, c'est de ça que je parle. Donc on a, c'est dans un placard, mais on l'a et on ne l'a pas utilisé de manière adéquate. Il y a vraiment une attitude à avoir par rapport aux pandémies et je pense que ce n'est pas si compliqué que ça et que effectivement la matière existe. On la connaît, on n'a pas une précision totale, évidemment, puisqu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Donc, se dire qu'on va faire un vaccin à l'avance, ça sert évidemment à rien. Mais, par contre, prévoir un certain nombre de choses dans tout ce que l'on appelle aujourd'hui les mesures. Je voudrais un peu rebondir sur on devrait avoir un plan, on devrait mettre... Dire on ne vit pas sur une planète qui n'est pas ancrée dans du concret. Quand on dit on devrait avoir, ça veut dire qu'il devrait y avoir dans ce pays une façon de réfléchir les pandémies et la façon dont on peut administrer, et j'emploie un terme que je n'aime pas, mais enfin administrer des problèmes populationnels de façon cohérente. Et ça, je pense que de façon globale, ces aspects-là de gestion de population n'ont jamais été à l'agenda de notre pays depuis sa création. Moi, j'ai un regret, c'est qu'on a eu des groupes, dans lesquels tu étais, et madame aussi, qui étaient des groupes qui fonctionnaient en autarcie.
C'est des groupes qui s'entretenaient entre eux et qui développaient une forme de pensée que moi je qualifierais d'une pensée un peu unique, parce que toute personne qui déviait de cette pensée à l'intérieur du groupe, à un moment ou l'autre, a été expulsée du groupe. Une des leçons de ces 2 années passées, c'est le problème de la liberté de parole. Pour avoir été moi-même considéré comme dissident, alors que je n'étais pas nécessairement opposé aux décisions prises, mais simplement, moi, j'ai toujours eu cette caractéristique de vouloir poser des questions, de vouloir comprendre, de vouloir avoir des informations. Et très rapidement, c'est devenu malséant. C'est devenu... je me suis retrouvé classé d'abord parmi les rassuristes, les tenants d'un déni, les marchands de déni. Ça a quand même été grandiose. Surtout que j'ai aucun conflit d'intérêt avec rien ni personne. Donc, si je vois les choses de mon point de vue à moi, en tant que poseur de questions, en général, je n'ai pas reçu les réponses et j'ai été classé parmi... Comme j'ai posé des questions sur le vaccin, j'ai été classé parmi les anti-vax. Alors, quand on a passé 50 ans de sa vie à promouvoir les vaccins, on a quand même un peu de difficulté à encaisser ça. Mais bon, le fait de poser des questions sur ce vaccin, qui est quand même un vaccin nouveau, on est tous d'accord, c'est quand même, ça débarque même de manière assez percutante, en touchant à des mécanismes de biologie moléculaire vraiment fondamentaux, il est normal qu'on se pose des questions. Et donc, moi, ce que j'ai ressenti de très, très difficile dans toute cette période, c'est cette impossibilité de poser des questions, ou le fait de poser des questions vous catégorise parmi des gens qui sont à éliminer du débat public. Et ça pose problème. Est-ce qu'il ne faut pas mieux orienter nos systèmes de surveillance des effets secondaires là-dessus ? C'est l'occasion de vous relancer là-dessus. Les vaccins ont des effets secondaires. Je veux dire, il n'y a pas de médicament qui n'a pas d'effets secondaires. Ça va de soi. Et donc, s'il y a des effets secondaires, la question qu'il faut se poser, c'est quels sont les avantages par rapport aux inconvénients ? Et ça, c'est une réflexion qui doit guider, à mon sens, toute décision. Est-ce qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients ? Et la deuxième question, c'est quels sont les risques si on ne prend pas le vaccin par rapport au fait de le prendre. Alors, au début, on ne savait pas. Et d'ailleurs, on était parti sur une fausse vision. On était parti sur en anglais, de herd immunity. Et en fait, c'est un concept vétérinaire. On ne le dit pas assez. Le herd immunity en médecine vétérinaire, c'est il y a un troupeau et il y a un virus qui arrive, je vaccine tout le troupeau et je bloque le virus. Voilà, c'est ça. Parce qu'on postule que le vaccin va protéger l'ensemble du troupeau quand on arrive à un certain niveau d'immunisation. Ça implique que le vaccin protège de la transmission et de la maladie. Maintenant, aujourd'hui, nous savons que le vaccin ne protège pas de la transmission. Et pardon. Il protège mal, ok, il protège mal. Il protège tellement mal qu'autour de soi, nous avons tous eu des gens vaccinés 3 doses et qui ont tous fait l'Omicron. Mais enfin, il protège mal. On a une culture de vaccinologie qui est clairement la maladie. On peut arrêter des maladies par la vaccination. Et je pense qu'on paye le tribut à ça en réfléchissant sur des pathologies où justement on ne pourra pas l'éradiquer. Et ça, n'importe qui connaît un petit peu l'infectieuse savait d'emblée que l'éradication d'un virus respiratoire SARS-CoV-2, ça c'est de la foutaise, hein, c'est pas possible. On peut diminuer sa circulation, mais on ne peut pas l'éliminer. Alors le Covid sera-t-il un jour rangé au même rang qu'une simple grippe, selon vous ? Je pense que d'abord, il ne faut pas dire une simple grippe.
Une grippe, ça peut être très méchant, très sévère. Et donc, une simple grippe, c'est comme une bonne guerre. Hein. C'est du même ordre. Je veux dire, ça n'a pas de sens de dire ça. Donc, je pense qu'il faut accepter que nous sommes des mammifères qui vivons dans un environnement, que dans cet environnement, il y a plein d'autres êtres qui existent et qui sont là. Et donc, le Covid, ou quel que soit son variant 23, 25 ou 2150, ils seront sans doute encore toujours là. Mais ils seront... d'abord, ils auront trouvé l'équilibre entre comment se maintenir en vie dans l'environnement dans lequel ils sont, et donc ils n'ont pas nécessairement une volonté comme ça anthropomorphique de vouloir absolument tuer tous les êtres humains. Non, ils veulent survivre, c'est tout. Et donc s'ils trouvent un système où ils sont satisfaits, ils survivent bien et ils ne sont pas trop mis en danger, ils vont continuer à vivre. Enfin. C'est ce que les coronavirus font depuis très très longtemps. Alors la troisième question, le souci quant à la gestion de cette pandémie ne se situe-t-il pas dans le fait que le risque politique a été prédominant et a supplanté l'approche scientifique de la gestion ? J'ai toujours pensé que le confinement, même si je trouvais que c'était une mesure qu'il faut prendre avec des pincettes, était la seule mesure à prendre à ce moment-là parce qu'on n'avait pas le choix. Maintenant, le problème, c'est de savoir, est-ce que s'il revient un mutant plus agressif, est-ce qu'il faut qu'on reconfine et donc, est-ce qu'il faut qu'on refasse toutes les mêmes erreurs ou non-erreurs? Donc, est-ce qu'on change de système ou est-ce qu'on tire des leçons de ce qu'on a vécu ou bien est-ce qu'on recommence à zéro? Et donc, c'est ça qui me fait très peur avec les lois pandémie, etc. Parce qu'on est en train de mettre de côté un certain nombre de choses. Par exemple, l'obligation vaccinale des soignants, ça vient de passer, mais on ne met pas en application. Donc le message est clair, ça veut dire on met dans un tiroir et on ressort du tiroir à la première occasion venue. Et la première occasion venue, ça va être quoi? Ça va être quand on va avoir 300 morts de grippe par jour. Méfions-nous des mesures. Vous voyez, quand je dis il faut être prévoyant, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre le système en place pour pouvoir reprendre les mêmes mesures qu'on a prises dans l'urgence quand on n'était pas prêt. C'est être prêt qu'il faut. C'est tout à fait différent. Et maintenant, avec l'ensemble des données des vaccinés versus les non-vaccinés, je pense que l'efficacité du vaccin ne fait pas de doute pour les personnes, encore une fois, qui sont à plus haut risque de mourir. Et sinon, on n'aurait pas eu une chute de la mortalité. En Belgique, la première année, on a eu 20 000 morts. On a eu 20 000 morts la première année, même plus que 20 000. Et la deuxième année, on était à 6 000, 7 000. Oui, mais enfin, il y a un effet moisson qui est bien connu. Je ne connais pas cet effet moisson, moi. Si, c'est quoi ça? C'est un virus moissonnant. Oui, avec toutes mes années d'expérience, je ne connais pas l'effet moisson. C'est un virus moissonnant. Donc, ça veut dire que il va éliminer... ou rendre très malade, mais éventuellement tuer, toute une partie de la population qui est fragile. Et l'année suivante, cette population n'est plus là, bien entendu. Et donc la mortalité est nécessairement moindre. C'est un phénomène qui est connu avec ce qu'on appelle les virus moissonnants. C'est peut-être un peu cynique. Donc vous remettez en cause l'efficacité du vaccin? Je n'en sais rien. Voilà pourquoi on vous traite d'anti-vaccin. Oui, voilà. Parce qu'avec votre stature et vos titres, le fait d'exprimer ces doutes, moi je me mets à la place des gens qui n'y comprennent rien et qui se disent, voilà un professeur qui dit je n'en sais rien. Quand je vous demande l'efficacité, vous dites je n'en sais rien. Je pense que c'est une responsabilité que... Mais quand on ne sait pas, est-ce que c'est pas bon de se poser des questions? J'ai pas dit ça. J'ai pas dit que c'est pas bon, et je suis le premier à me poser des questions. C'est pas ça. Je n'ai pas dit que ce n'était pas bon de se poser des questions. Je dis il faut savoir quel message nous voulons donner. Donc moi, je dis le vaccin est efficace, je le répète, pour les personnes vulnérables. Et donc personnellement, si vous êtes dans la salle et que vous avez une vulnérabilité quelconque, je me vois certains qui ont des vulnérabilités apparentes, eh bien moi, je dis à ce moment-là, je pense qu'il faut être vacciné. C'est tout. Et que le risque que vous courez à ne pas être vacciné est supérieur au risque d'être vacciné. Donc la vaccination, oui, mais pas pour tous.
Pas Pardon? forcément, pas pour tous, donc la Mais vaccination. c'est ce que j'ai dit depuis le début. Hein. Je n'ai pas dit que la vaccination, c'était pour tous. J'ai Oui, dit c'est la pour ça que pour les vaccination, jeunes, c'est on pour peut les se poser des personnes questions. vulnérables. Et pour elles, je ne questionnerai pas l'efficacité et je ne questionnerai pas les effets à long terme. Parce que ça voudrait dire à ces gens, posez-vous des questions sur la vaccination. Mais je ne Moi, parlais pas de ces radical. personnes-là. Je suis plus radical. Je ne parlais pas de ces personnes-là. Je parle des enfants, je parle des adolescents. on est je d'accord parle sur les enfants, on est des d'accord. 20-30 ans. On est d'accord. Ça on est sert à d'accord. quoi? Donc c'est pour ça que dans une phrase, enfin moi je veille toujours à terminer la phrase. Donc moi, la phrase, je dis le vaccin, hein, sauf les personnes vulnérables. Oui. Donc il faut terminer la phrase parce que si on arrête au milieu de la phrase, les gens retiennent la moitié de la phrase. On est d'accord, il faut proportionner les actions. Oui. Voilà. Donc on va aborder la question de l'obligation vaccinale sous ses aspects juridiques, éthiques et sociétaux. La question de la vaccination obligatoire, mais aussi celle des instruments censés contribuer indirectement à la vaccination, donc le CST possible, le pass vaccinal, à la lumière des droits fondamentaux et des principes démocratiques. Je vous présente donc notre modérateur qui est Nicolas Thirion, professeur ordinaire à la faculté de droit, de sciences politiques et de criminologie à l'Université de Liège. Frédéric Bouhon, professeur à la faculté de droit, de sciences politiques et de criminologie aussi à l'Université de Liège. Arnaud Janssen, avocat au barreau de Bruxelles, titulaire d'un master de spécialisation en droit de l'homme, UCL Saint-Louis. David Doat, maître de conférences en philosophie à l'Université catholique de Lille, membre du laboratoire Ethics et titulaire de sa chaire éthique, technologie et transhumanisme. Je passe la parole à Nicolas. Dans le cadre de la crise sanitaire qui sévit depuis bientôt 2 ans, la démocratie libérale, celle que nous chérissons tant quand il s'agit de stigmatiser un tyran belliqueux, a été à plusieurs reprises mise en cause pour sa prétendue inadaptation aux besoins de la lutte contre la pandémie de Covid-19. L'espoir que cette pandémie recule suffisamment pour revenir à un fonctionnement normal des institutions démocratiques ne saurait occulter le nécessaire débat autour des nombreux coups de canif et de sabre portés au fondement de la démocratie libérale durant la crise sanitaire. Il en est d'autres ainsi qu'aujourd'hui encore, certains instruments sont encore en vigueur et que, à les supposer condamnés à plus ou moins brève échéance, les autorités politiques ne manquent pas de rappeler que ces instruments doivent rester dans la boîte à outils, d'où ces autorités pourront à nouveau les en extraire en cas de reprise de la pandémie ou de nouvelles crises sanitaires. Alors le choix d'instaurer ce CST, comme toutes les autres mesures adoptées pour lutter contre le fameux virus, on peut l'analyser sous l'angle de la gestion des risques. Le mot risque a été utilisé déjà pendant le premier débat à de nombreuses reprises. Depuis 2 ans, les autorités, les pouvoirs publics adoptent en fait des règles diverses et variées pour diminuer les risques de contamination, donc les risques de maladies graves, de saturation des hôpitaux et, in fine, les risques de décès. Cette volonté de diminuer les risques pour la vie, dans ce contexte-ci ou dans d'autres, cela soulève des questions très nombreuses qui sont d'ordre éthique, politique et juridique. Au point de vue juridique, les États ne sont toutefois pas autorisés à faire ce qu'ils veulent quand il s'agit de prévenir des risques pour la vie des gens. Les objectifs de santé publique, les mesures protectrices en général, elles peuvent entrer en conflit, notamment avec les droits fondamentaux. Par exemple, la liberté de circuler, le droit à la vie privée, le droit de se réunir, ou encore, parmi bien d'autres, la liberté de culte. On l'a tous vécu. Comment alors apprécier une mesure telle que le CST dans ce cadre juridique? Tout le monde s'accorde pour considérer qu'une mesure comme celle-là affecte plusieurs libertés. Ce n'est pas la question. Ça a été le cas aussi des bulles, ça a été le cas du confinement en tant que tel, des couvre-feux, évidemment. Ça a touché, ça a limité les droits fondamentaux. Cependant, et ça je crois que c'est peut-être important de le dire parce que vous n'êtes pas tous juristes, ce n'est pas parce qu'on limite un droit fondamental que ce droit fondamental est violé. Ce n'est pas comme ça qu'on raisonne. Les droits fondamentaux ne sont en général pas des règles absolues. Les États peuvent limiter l'exercice de ces droits. Mais il y a des conditions. Il y a 3 conditions fondamentales à respecter. Je les affiche sur l'écran. Ce sont des conditions de légalité, de légitimité, de proportionnalité.
Il faut que la mesure qu'on prend repose sur une règle légale, une base légale. Il faut que l'État vise un objectif légitime et il faut que la mesure qu'il adopte, eh bien, elle soit raisonnable par rapport à l'objectif qu'il veut atteindre. C'est donc sous l'angle de la troisième condition, celle de la proportionnalité, que les critiques ont été et sont toujours les plus vives. L'instauration et le maintien d'un accès à des lieux conditionnés par la détention d'un CST, est-ce que c'est quelque chose d'efficace pour atteindre l'objectif qu'on a souhaité atteindre? Et si c'est le cas, si ça marche, est-ce que les inconvénients qu'on crée ne sont pas déraisonnables par rapport à l'avantage collectif de la mesure? Lorsqu'un juge est saisi de ce type de questions, et c'est arrivé, le raisonnement de ces juges s'approche, mais ne se confond pas, attention, à celui d'une autorité politique. Le juge va devoir prendre en considération les choix qui ont été posés, les solutions qui auraient pu alternativement être envisagées, les motifs, les motivations des décideurs, les effets de la décision. Le problème, c'est pas... Je n'interroge pas ici la question de savoir s'il fallait prendre telle ou telle mesure. Ce qu'on peut interroger, c'est de savoir pourquoi certaines mesures ont été prises sans respecter le cadre légal, alors qu'on aurait pu respecter un cadre légal, et alors même que le cadre légal est en principe une aide à la décision. Ce n'est pas un obstacle. Le professeur Bouon vous a parlé de la proportionnalité. La proportionnalité, c'est quoi? Je schématise, mais c'est notamment entre plusieurs solutions qui vont déroger à un droit. Choisir celle qui porte le moins atteinte à ce droit. C'est donc de faire une analyse bénéfice-risque. C'est appliquer les traités internationaux. Lorsqu'on a ordonné le confinement, on a dérogé collectivement et massivement à plus de 10 droits et libertés fondamentaux. On n'a jamais vu ça depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme dit qu'il faut faire un processus de déclaration au secrétaire général, à la secrétaire générale du Conseil de l'Europe, c'est une dame. On n'a pas fait, et aucun des pays fondateurs du Conseil de l'Europe ne l'ont fait. Alors, quels sont les droits forts à propos de la vaccination? Eh bien, nous sommes des patients. Un vaccin, c'est un médicament soumis à une réglementation extrêmement stricte. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui concerne le respect de la vie privée et familiale, englobe également, suivant une jurisprudence bien établie de la Cour des droits de l'homme, le respect à l'intégrité physique. Imposer une vaccination, c'est une atteinte à l'intégrité physique. C'est donc une dérogation. Est-elle légitime ou pas? Je l'interrogerai. Nous avons en Belgique une loi très importante, qui est la loi du 8 août 2002 sur les droits du patient. C'est une loi qui existe en vue de l'équilibre de la société, du respect de tous les citoyens en Belgique, lorsqu'on va poser un acte qui concerne leur intégrité physique et leur santé. Ils ont droit au consentement libre et à ce qu'ils expriment leur consentement libre et éclairé à l'égard d'un acte médical qui va être commis, comme la vaccination. Ils ont droit à une information complète et ils ont droit à des soins de qualité, ce qui impose préalablement un examen de l'état de santé de la personne. C'est la loi. Il y a 2 règlements européens qui permettent d'autoriser une mise sur le marché alors même que les essais cliniques ne sont pas terminés, lorsqu'il y a une question d'urgence, d'intérêt général et qu'il y a une analyse du bénéfice-risque. La décision de mise sur le marché est prise par la Commission européenne. Donc, ce n'est pas l'Agence européenne du médicament qui le décide, elle donne un avis, c'est la Commission européenne qui autorise. Elle a autorisé les 4 vaccins qui sont connus, enfin qui sont autorisés en Belgique. Ce sont des autorisations conditionnelles. Pourquoi sont-elles conditionnelles? Parce que les phases d'essais cliniques ne sont pas terminées. La 3e phase, qui est la plus longue, la plus chronophage et la plus coûteuse,
est celle où on fait des essais cliniques sur un grand nombre de personnes. Ça peut aller jusqu'à 10 000, 40 000 personnes. C'est au cours de cette phase numéro 3, fort de résultats intermédiaires qui furent jugés suffisamment satisfaisants, que les autorisations de mise sur le marché conditionnelles ont été accordées. Et parallèlement à cela, la Commission européenne a établi un plan avec des échéances très précises au cours desquelles les fabricants doivent faire un reporting. La mise sur le marché enclenche la dernière phase, la phase 4, qu'on appelle la pharmacovigilance, c'est-à-dire le reporting des effets supposés ou réels qui seraient en lien avec la vaccination, des effets indésirables. Ces deux phases, la phase 3 et la phase 4, normalement se succèdent. Nous sommes dans une situation où elles se superposent partiellement, puisque la phase 3 n'est pas terminée et que la mise sur le marché enclenche nécessairement la pharmacovigilance. Les centres de vaccination qui ont été organisés par les autorités ont de facto enlevé l'acte médical du pouvoir des médecins. Donc c'est la mission habituelle. C'est un fait. Il n'y a pas eu de prescription médicale. Or, les vaccins sont des médicaments qui sont soumis à une prescription médicale obligatoire en vertu d'une directive européenne. C'est du droit communautaire qui prime sur le droit national. Il n'y a pas eu d'information personnalisée dans un langage clair et compréhensible, fournie par un médecin après une évaluation de chaque personne, et c'est pourtant la condition d'une prescription médicale, c'est également la condition pour recueillir un consentement libre et éclairé en vertu de la loi. On peut en déduire, d'une part, que la vaccination obligatoire devrait concerner des maladies bien connues de la médecine. Ce n'est pas le cas du Covid-19. Et l'application de vaccins usuels, ce n'est pas le cas des vaccins actuels. Il ne faut pas d'injection forcée. Il faut une loi claire, donc pas d'obligation déguisée. Quand je dis pas d'obligation déguisée, on peut considérer que les incitants, et notamment le CST, compte tenu des déclarations d'hommes politiques, est une forme d'obligation déguisée à la vaccination, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi claire. Il faut un but légitime. Ce n'est pas si évident que ça, le but légitime. Souvenez-vous, la vaccination avait pour but d'empêcher la contagiosité. Omicron a fait mentir les vérités de hier. En théorie, l'éthique est la visée de la vie bonne, avec et pour autrui dans des institutions justes. Deuxième définition de l'éthique, en pratique, la démarche éthique est un exercice collectif d'arbitrage nuancé dont l'influence qu'auront certaines valeurs fondamentales sur l'acceptabilité de telle ou telle intervention. L'éthique repose sur une délibération ouverte et démocratique quant au meilleur équilibre à trouver dans le respect de valeurs susceptibles d'entrer en conflit dans une situation donnée. La question impertinente que je souhaiterais vous partager concerne la pratique de l'éthique. En dehors du comité consultatif de bioéthique de Belgique, dans quels espaces publics avons-nous vu se déployer une démarche de réflexion éthique rigoureuse sur des sujets comme le CST ou la vaccination obligatoire? Alors, le débat éthique s'est-il enfin tenu dans notre chambre parlementaire ces dernières semaines? Rien n'est moins sûr. D'une part, des questions demeurent quant au manque de transparence des critères de choix qui ont présidé à l'établissement de la liste des experts consultés par nos représentants parlementaires. D'autre part, le Parlement est un espace démocratique traversé par des rapports de force, une logique de parti et la règle du jeu politique. Il n'est pas, de ce fait, l'instance idéale pour tenir le lieu d'espace de délibération éthique. Ces règles claires permettraient pourtant d'y renforcer les conditions de la délibération éthique par rapport à la délibération politique. Comment est-ce qu'on peut réagir de manière légale à des mesures qui ne sont pas? Il y a deux voies. Il y a l'utilisation de nos droits fondamentaux qui nous permettent de manifester, de nous rassembler. Je sais que ces droits ont été eux-mêmes limités par la crise, mais maintenant on peut s'exprimer par l'intermédiaire des médias, des réseaux sociaux, donc faire savoir son opinion. C'est un moyen, c'est une voie qui ne coûte pas nécessairement cher. La seconde, c'est l'utilisation des recours devant les tribunaux, dont on a un tout petit peu parlé, et qui ont eu un certain succès dans le cadre de la crise, puisque
un certain nombre de mesures ont été annulées ou des amendes qui avaient été imposées à des citoyens ont été annulées par des tribunaux. Donc c'est une voie qui a été utilisée avec succès par certains citoyens dans le cadre de la crise. Et la troisième, c'est celle de la désobéissance civique, qui reste une possibilité toujours pour les citoyens de manifester leur désaccord par rapport à des injustices. Et quand une loi est manifestement injuste ou s'avère manifestement injuste, il n'est pas injuste d'y désobéir. Alors nous allons commencer avec un panel qui va aborder la question de la prise en charge médicale et la politique de santé publique. Comment améliorer la gestion du Covid sur le long terme en tenant compte des leçons tirées de ces 2 dernières années de crise et de l'évolution des connaissances, tout en garantissant une proportionnalité des interventions. Ce sont les questions que se poseront nos intervenants. Alors nous accueillons Elisabeth Paul, qui est spécialiste en politique et système de santé de l'ULB, qui sera notre modératrice. Yves Kopiters, qui est épidémiologiste, ULB. Frédéric Caruso, médecin anesthésiste. Et Pierre-François Laterre, chef des soins intensifs cliniques universitaires de Saint-Luc. Alors, je voudrais d'abord poser une question un petit peu provocante. Est-ce qu'on a oublié les principes éprouvés de la santé publique dans la gestion de cette crise ? Alors, je vais vous faire très rapidement une petite synthèse de ce que j'enseigne à nos étudiants, à Yves et moi, à l'École de santé publique de l'ULB. Comment ça marche ? Comment est-ce qu'on élabore normalement des programmes, des politiques de santé publique ? Mais tout d'abord, au niveau des processus, il y a un manuel de l'OMS qui décrit comment est-ce qu'on fait une politique, une stratégie nationale de santé publique. Et qui explique que, voilà, au niveau des processus, c'est essentiel de rassembler les parties prenantes à travers des processus inclusifs et participatifs. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes limites épistémiques et c'est essentiel de convier les diverses disciplines au dialogue sur quelles sont les bonnes politiques, afin de ne rien oublier. C'est aussi essentiel de concevoir les politiques de santé publique sur base d'une analyse de la situation, d'une analyse des besoins de la population. Alors, est-ce que ça a été fait ? Bonne question. Donc, cette analyse de situation doit permettre d'identifier les causes profondes des dysfonctionnements dans les systèmes de santé. Alors ensuite, le choix d'une politique de santé publique va reposer sur un certain nombre de critères qu'il est important de bien exposer. Jusqu'à présent, on parle beaucoup d'efficacité, l'efficacité des mesures, mais l'efficacité, ce n'est pas le seul critère. Il y a d'autres critères qui sont tout aussi importants. L'efficience, donc le rapport entre les coûts et les bénéfices. L'équité, donc la répartition des avantages et des inconvénients des politiques. L'acceptabilité par la population, etc. Tous c'est des critères qui doivent être exposés. Très souvent, dans les programmes de santé publique, on arrive avec des solutions techniques. Mais est-ce que le problème, il est technique ou est-ce qu'il est social, politique ? Si vous arrivez avec une solution technique à un problème qui est social ou politique, vous allez tomber à côté du vrai problème. Alors, très important de manière générale d'assurer la cohérence des politiques, des stratégies. Dans la vraie vie, c'est rare. En général, on conçoit des stratégies de manière un petit peu isolée, verticale, en oubliant la cohérence d'ensemble. Alors, de manière générale, on ne sait pas lutter contre une maladie, contre une épidémie de manière militaire. Il faut autant que possible se fonder sur la communauté, renforcer les capacités des acteurs à la base, pour pouvoir lutter contre les maladies en question et autant que possible avoir des prises de décision décentralisées. Alors bien sûr, un bon principe de santé, de médecine, d'abord ne pas nuire, essayer de faire en sorte que les mesures ne soient pas pires que le mal.
En santé publique, il faut absolument essayer de comprendre quels sont les environnements favorables à l'évolution et à l'émergence de ces maladies infectieuses. Alors sur ces environnements favorables, bien sûr qu'on sait que la globalisation, la mondialisation, à travers les facteurs démographiques, les transitions climatiques, les évolutions et l'appauvrissement d'infrastructures sanitaires dans certains pays de la planète, l'urbanisation, etc., sont des facteurs majeurs de l'émergence de ces maladies infectieuses. Mais il y a vraiment de la recherche vraiment pluridisciplinaire à comprendre, à avoir, pour mieux comprendre ces facteurs favorisants, que ce soit des facteurs environnementaux ou des facteurs plutôt liés à nos systèmes de santé. Alors, ce qui a été très bien indiqué depuis le début de la crise, c'est que la Covid-19 n'était pas une pandémie a priori. Et Richard Horton a sorti dans le Lancet que la Covid-19 était en fait une syndémie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une maladie infectieuse qui trouvait un terrain favorable dans une population européenne vieillissante, ça c'est la transition démographique, mais aussi dans une population européenne en mauvaise santé de comorbidité liées essentiellement aux maladies chroniques, liées au vieillissement et bien sûr liées à toute une série de transitions nutritionnelles, comportementales que nous vivons depuis des dizaines d'années. En termes de santé publique, on doit mettre en place soit des mesures de prévention qui sont spécifiques à la maladie donnée, soit des mesures qui sont non spécifiques. Elles sont spécifiques si on a des vaccins propres à la maladie, soit parce qu'on a des immunoglobulines contre le virus ou parce qu'on a des antiviraux, soit elles sont non spécifiques parce qu'on n'a justement pas ces armes thérapeutiques ou préventives. Et donc on met en place des mesures d'hygiène individuelle et collective, des mesures bien sûr d'isolement des malades et de la chimioprophylaxie. Mais ces dimensions ou ces connaissances de base sur la gestion des maladies transmissibles, en fait, ont été très peu appliquées dans le cadre de la Covid-19. Les mesures d'hygiène individuelle et collective ont été amenées très tard, bien après la première vague. C'est seulement au moment de la deuxième vague qu'on a commencé à parler de l'importance du masque, l'importance de mesures plus individuelles, la mesure d'éviction des maladies contagieuses avec la fameuse stratégie tester, isoler et faire le suivi de ces contacts, a été vraiment démarré surtout au niveau de la deuxième vague, donc très tardivement, et les chimioprophylaxies, et ça sera bien sûr l'objet de mes collègues, a été très peu développée. La chimioprophylaxie, c'est-à-dire mettre en place toute une série de thérapeutiques qui ne sont pas spécifiques, mais qui permettent de diminuer la probabilité de développer des formes. Les leçons apprises, et je vais terminer par cette diapositive, c'est que le temps technique et le temps politique, en fait, sont différents. C'est-à-dire que le temps scientifique, le temps de générer la connaissance scientifique est un temps beaucoup plus long en termes de validité des connaissances, de consensus entre pairs par rapport à des décisions politiques qui doivent être beaucoup plus rapides. C'est que la répartition des compétences en Belgique sur la santé en général et le besoin d'actions intersectorielles sont nécessaires pour justement aborder les différents déterminants de la santé, le continuum de soins, mais malheureusement, cette répartition des compétences est très compliquée à gérer en Belgique, avec des difficultés de mettre en œuvre des stratégies intersectorielles, parce que même les acteurs, je dirais, de ces différentes composantes ne savent pas très bien, je dirais, quelle action relève de quelle compétence. Et donc c'est vrai qu'il y a un problème institutionnel, il y a un problème, je dirais, de jeu d'acteurs en Belgique. Là, on voit que la Covid, typiquement, c'est une population beaucoup plus âgée qui est touchée. Et puis surtout, c'est difficile à expliquer ici, mais il y a un score de déprivation sociale, c'est-à-dire l'environnement économique et social et de santé est plus altéré dans la Covid, même si on a du mal à trouver les tranches d'âge, parce que c'est plutôt chez les jeunes de moins de 44 ans que là, cela se retrouve. Et puis, il confirme ce que tout le monde a observé par la suite. Vous voyez que l'obésité ou le surpoids est 2 fois plus fréquent dans les situations de Covid que dans la grippe saisonnière. Ce n'est pas tout. Si on regarde alors une plus grosse série espagnole cette fois-ci, qui porte sur uniquement des patients qui ont fait le Covid, on voit surtout que, et là vous regardez simplement la répartition des âges, ce sont des gens qui sont venus à l'hôpital pour des raisons de Covid, mais on regarde leurs conditions pré-Covid. Qu'est-ce qu'on constate? Que ceux qui sont venus à l'hôpital, même dans la tranche d'âge des 15-65 ans, presque 3/4 ont plusieurs comorbidités. Si on regarde la population des 65-79 ans, quasiment tous ont plusieurs comorbidités. On a eu une première vague, comme vous le savez, au mois de mars 2020. Principalement, c'est là que le confinement arrive. J'ai retenu la date en France, c'était le 16 mars. On avait quelque chose de nouveau, de brutal, la crainte et puis le confinement. On ne connaissait pas, les médecins traitants ont été mis de côté très rapidement et on a instauré aussi plus tardivement la consultation par téléphone. C'est une maladie qui était transmissible, il manquait du matériel de protection, rappelez-vous, on n'avait pas de masque, etc. Donc vous avez tout un ensemble d'éléments qui s'accumulent et qui font qu'il y a un absentéisme. Et le problème, c'est il s'est pérennisé dans le temps comme si rien n'avait changé entre-temps. Et quand je dis l'absentéisme médical a posé problème en termes de mise en danger de la vie d'autrui,
il faut que vous compreniez que dans le débat, c'est la prise en charge, le mot prise en charge qui doit primer sur le mot traitement. Et vous devez comprendre en fait que la maladie, on la connaît, et il faut savoir qu'on avait déjà 2 autres épidémies en 2013 et 2003, Arabie Saoudite, Chine, avec d'autres virus. Et la production scientifique chinoise nous disait déjà, on connaît des choses, il y a un continuum physiopathologique avec des choses éventuellement à faire pour empêcher la progression, mais ce n'est pas efficace à 100%, qui puisse aider en fait les malades. Et on n'a pas la prétention de dire il faut faire ça, l'épidémie est finie et on est bon. Mais il faut comprendre que ça n'a pas été appliqué en dehors de l'hôpital parce que les médecins n'ont pas eu, pour des raisons diverses, comme je viens de dire, il y avait pression de conformité, l'apport, le manque de masques, la consultation par téléphone. Et puis, un débat est arrivé très rapidement avec les traitements que vous connaissez à polémique, qui ont fait qu'on a hystérisé le débat. Et le fait de peut-être prendre en charge un patient fait qu'on utiliserait l'une ou l'autre molécule qui sont tabous. Et ça a un peu compliqué les choses. Mais il faut comprendre un élément important, c'est que la prise en charge d'un patient, c'est une somme d'actions que vous faites qui conditionne le devenir du patient. Il faut que vous compreniez que dans l'histoire de la maladie, il y a une période très précoce qui est la réplication virale, la présence du virus dans les voies respiratoires supérieures. Et c'est à ce moment-là en fait, que les traitements antiviraux, on a envie qu'ils fonctionnent. C'est le fameux débat, le combo hydroxychloroquine-azithromycine défendu par le professeur Raoult ou l'ivermectine. Mais si vous passez outre ce débat extrêmement clivant et hystérisé, vous allez au-delà de ça. Pour info, moi, je n'ai pas d'expérience clinique avec ces molécules. Vous passez en aval, vous devez vous dire qu'il y a des choses à faire. Et les grandes lignes, si vous voulez, de cette pathologie, c'est le manque d'oxygène, la formation de caillots, toute une série de processus immuno-inflammatoires très complexes. Quand vous ouvrez la partie, j'ai encore lu 3 papiers, il faut vraiment le relire 3 fois, prendre une feuille, commencer à mettre des notes, parce que c'est tellement bien décrit, c'est des cascades qui ne sont pas évidentes les unes après les autres, c'est très complexe, mais c'est un propre de cette maladie par rapport à la grippe, c'est de faire des caillots et d'être extrêmement immuno-inflammatoire. Et donc, moi ici, je dénonce un petit peu quelque chose que vous pouvez tous vérifier chez vous. Prenez Psilocybine cyano, et on va vous dire sur une page, l'essentiel du traitement Covid-19, c'est symptomatique. Le symptôme, c'est de ce dont le patient se plaint. Le signe, c'est de ce que le médecin voit. À partir du moment où on est dans un monde où les libertés individuelles d'une population sont fixées sur une variable hospitalière, vous ne pouvez pas cracher sur tout ce qui va aider l'hôpital. Il faut être logique. D'accord ? Donc, puisqu'on dit on manque de lits dans les situations intenses, il faut faire tout ce qu'il faut pour ne pas ne pas avoir des patients aux soins intensifs. Et une bête petite comparaison, quand on défend des fois le besoin en lit, il me reste 30 secondes, je voudrais faire passer le message que quand il n'y a pas d'incendie dans une région, vous ne commencez pas par rentabilité à fermer des casernes de pompiers, ça ne vous viendrait pas à l'idée. Et il faut comprendre qu'on parle toujours de rentabilité dans les hôpitaux, etc. Quelque part, on a pris le risque d'administrer une solution unique qui était le vaccin. Et quand je posais la question de l'administration finalement de remèdes qui existaient, on me disait qu'on n'avait pas la certitude du fait que ça fonctionne. Alors pourquoi, dans les 2 cas où on n'a pas de certitude, on ne prend pas le risque aussi de soigner avec des traitements où on n'a pas des preuves de réussite? Ce qui a joué aussi beaucoup au niveau de la communauté médicale au sens large, ça a été la notion d'urgence et d'empressement. Et donc, ce faisant, il a été difficile de coordonner correctement des développements larges, multicentriques, pris à des bons moments de la maladie, et on s'est tous dépêchés de tester des choses. Moi, les 100 premiers malades, quasiment, ont tous reçu l'hydroxychloroquine. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on considérait que... Et puis après, tous les malades suivants ont reçu la cortisone. Et maintenant, on se rend compte que finalement, je parle des soins intensifs, on n'a pas eu de différence de mortalité, mais on a eu plus d'infections. On verra bien ce que ça donne à la fin. Donc, on était dans l'empressement, et donc c'était un peu, qu'est-ce qu'on a dans le tiroir, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc, on a un peu déstructuré notre approche qui, en temps normal, se fait de manière plus coordonnée. On a souvent voulu répondre un peu à l'urgence, et donc on a un peu bâclé une partie de la recherche. Je dis bien une partie de la recherche. Tout le monde n'a pas fonctionné comme ça, et certains ont voulu bien faire, mais peut-être cibler certaines thérapeutiques à certains moments. Et c'est venu avec le temps, et c'est venu après la 2e vague, où tout doucement on a réfléchi différemment. Il faut bien se rendre compte que quand on fait face à la première vague, et que tous les hôpitaux commencent à être remplis de malades Covid, et qu'on n'a pas d'explication, et qu'on ne sait pas de la sévérité, et qu'on ne sait pas ce qu'on peut donner, on essaie un peu, je ne vais pas dire tout et n'importe quoi, mais on essaie ce qui a été utilisé pour d'autres virus,
et de voir si ça fonctionne, mais on le donne peut-être parfois trop tard ou parfois trop tôt, ça dépend. Et donc voilà, il a fallu certainement plus de 12 mois avant d'avoir... Jamais les comités d'éthique n'ont approuvé aussi vite les études. Jamais. J'ai eu la fédération l'agence du médicament qui m'a donné une réponse un dimanche après-midi. J'étais complètement scotché. D'habitude, il faut 2 mois. Tout ça parce qu'il y avait une notion de vitesse et une notion d'urgence qui fait qu'on a peut-être parfois fait beaucoup de choses sans vraiment le penser complètement comme on le ferait d'habitude. Et donc on a peut-être, certainement, à mon avis, une bonne moitié des études qui ont été faites qui ne sont pas de qualité ou pas de qualité suffisante pour conclure un effet bénéfique ou négatif. On est face à une maladie complexe qui est systémique, qui devient très rapidement systémique. Et donc essayer de trouver un antiviral qui va marcher sur tout le monde, quelle que soit l'hétérogénéité de la population à tout stade de la maladie, c'est totalement illusoire face à l'hétérogénéité et à la complexité de la maladie. Alors le panel qu'on accueille ici va traiter des questions du RGPD, de la protection des données, de la vie privée et de la sécurité. Donc, si le règlement général sur la protection des données impose au pouvoir public le respect des données personnelles des citoyens, force est de constater que les avis de l'autorité de protection des données n'ont souvent pas été suivis par nos gouvernements et qu'en conséquence, de nombreuses actions en justice ont été intentées à ce sujet. Donc, ce panel fera le point sur les principes et diverses actions judiciaires. Notre modérateur, c'est Jacques Follon, qui est professeur à l'ICHEC, spécialiste en protection des données, sécurité de l'information et transformation digitale, et Sabah Parsa, avocate, première vice-présidente du CSA et assistante USLB. Comme il y a cette pandémie et donc des problèmes qui sont posés en matière de santé, on a eu tendance à considérer d'une certaine façon que la vie privée avait moins d'importance. Le RGPD, ça établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel. Évidemment aussi par rapport au secteur public, bien entendu. Et c'est-à-dire qu'en fait, quand nos gouvernements nombreux et divers mettent en place des réglementations pour le suivi des données, et notamment des données vaccinales, ils doivent nous garantir le respect de la vie privée. Ce qu'ils ne font pas. Je vous donne l'exemple le plus caricatural, c'est Bruvax. Bruvax, plateforme de gestion de la vaccination à Bruxelles. Pour s'identifier sur Bruvax, il fallait donner son numéro national. Or, si vous avez envie de connaître le numéro national de quelqu'un, c'est assez simple, il suffit qu'il ait été administrateur d'ASBL quelque part, son numéro national est dans le moniteur, il suffit qu'il ait été administrateur de société, il se trouve, et n'oublions pas que tous les employeurs ont le numéro national de tous leurs employés. Ça voulait dire que tous les employeurs bruxellois avaient la possibilité de voir si leurs employés étaient vaccinés ou non. Le grand principe, pour faire court du RGPD, c'est quoi? C'est la responsabilité, une tautologie du responsable de traitement. Donc ici, c'est la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité du gouvernement de mettre en place des mesures de sécurité. Le point fondamental du RGPD, c'est la sécurité. Et non seulement la sécurité, mais l'obligation d'être capable de démontrer que la sécurité est mise en place. Et c'est pour ça notamment que les gouvernements doivent faire ce qu'on appelle des analyses d'impact, c'est-à-dire des analyses de risque, de façon à regarder si, par rapport aux données qu'ils collectent, les mesures de sécurité sont suffisantes. Et on a eu un très beau cas avec le Covid Safety Kit, dans lequel IELTS nous a raconté qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire une analyse de risque. Vous comprenez, ça va très vite, en 15 jours, on a dû le mettre en place, donc on n'a pas eu le temps. Vous avez quand même mis des mesures de sécurité en place. Oui, vous avez vérifié si elles étaient bonnes. Oui. C'est quand même un peu léger. Alors, est-ce que le législateur est dépassé par les nouvelles technologies? C'est vrai que j'ai eu la chance de débattre quelques fois avec notre ministre des Nouvelles Technologies, Mathieu Michel. Pas certain qu'il réussirait mon examen. C'est un politicien, il a un cabinet qui peut l'aider, mais clairement, quand on voit la confusion des termes dans ce qu'il explique, c'est parfois un peu inquiétant. Et d'autre part, il y a un élément dont on a beaucoup parlé aussi, c'est ce fameux choix, cet équilibre qui doit être fait entre vie privée et santé. Et là, de nouveau, je vous parlais tout à l'heure de l'équilibre entre sécurité et vie privée. Sécurité et santé, ça a été un peu la même chose. En disant, oui, mais enfin, la vie privée, c'est pas grave, il ne faut quand même pas que les gens meurent.
que voulez-vous répondre à ça? Ben oui, évidemment. On va dire oui, je préfère la vie privée, je préfère que les gens meurent. Non, évidemment. Et ce n'est pas comme ça qu'on pose le débat. Et on est un certain nombre à essayer d'avoir fait passer le débat autrement en disant vie privée et droit à la santé sont compatibles. Il y a eu un certain nombre de pays civilisés qui nous entourent dans lesquels on a mis en place des règles de traitement des données dans le cadre de la pandémie qui respectaient scrupuleusement le règlement général sur la protection des données, mais dans lesquels il y a une autorité de vie privée qui est nettement plus indépendante que la nôtre. Ce qui pose évidemment quelques problèmes. Déjà dans les années 70, on se disait qu'en fait, le mauvais usage de l'ordinateur, et aujourd'hui donc des nouvelles technologies par extension, c'est qui va définir le mauvais usage? Eh bien, le mauvais usage, c'est qui? Ben, c'est la loi, donc c'est le législateur. Et si on continue la phrase, qui est le plus susceptible de faire un mauvais usage des technologies? Évidemment, le pouvoir législatif ou le pouvoir judiciaire. Donc la question, elle est là. C'est qu'en fait, ceux qui vont régler l'usage correct ou non des données sont ceux qui, on le constate, finalement, s'en servent le plus mal. La société civile a besoin d'une autorité portée par des personnalités fortes qui affirment de manière visible un discours lucide et indépendant, de façon à faire passer le message tant vers les gouvernants que vers les citoyens. Et une autorité, enfin, qui aide les citoyens, les avocats, les institutions privées et publiques à comprendre le sens des règles, la manière de les appliquer, en créant notamment des outils simples et concrets pour faire respecter ces droits avec la rapidité et l'efficacité que ce respect mérite, sachant que les technologies vont vite. Et je vais vous parler de la gestion numérique de la Covid. Parce qu'en réalité, et je pense que personne ne me contredira, on a très très vite, dans la gestion de la crise, utilisé l'outil informatique, le numérique, le digital, pour assurer la sortie de crise, pour assurer la libération, le retour de nos libertés. Et sous prétexte du retour de nos libertés, eh bien, on a mis un ensemble d'outils numériques pour encadrer la pandémie. Voilà pas moins de 11 avis de l'APD sur l'outil. En fait, à chaque fois qu'il y a eu une modification, il a fallu l'avis de l'APD. La dernière modification, le dernier avis date du 24 février. Il s'agit de la réduction des délais durant lesquels le Covid Safety Ticket est valide. Et eh bien, l'APD a dû redonner son avis. Et vous voyez, ce sont les derniers avis qu'elle a donnés. Quelle était la position de l'APD, d'après vous, s'agissant de cet outil? Eh bien, je trouve que l'APD était relativement clairvoyante. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que cet outil, eh bien, c'est un risque d'accoutumance. Et ce risque d'accoutumance à la technologie est d'autant plus important qu'il peut être utilisé pour contrôler les accès à des lieux et à des événements qui relèvent de la vie quotidienne. Vous voulez aller faire du sport? Contrôle. Vous voulez aller manger au restaurant juste après? Recontrôle. Vous voulez rentrer dans une université? Contrôle. Eh bien, vous voulez aller au théâtre? Vous voulez aller au cinéma, dans une maison de repos? Eh bien, on engendre un risque véritable d'accoutumance à la technologie et une banalisation de ces contrôles. Ce n'est pas normal, en fait. Et ça, l'APD le répète. Elle dit que le danger, c'est quoi? C'est de glisser tout doucement vers une société de la surveillance. De tout doucement risquer d'être constamment surveillé et trouver que c'est normal qu'on soit surveillé. Les risques de ce CST. Et ces risques, ce n'est pas moi qui les dénonce, c'est notamment un ensemble de chercheurs et d'enseignants, mais c'est aussi l'APD. Les risques sont évidents de basculer vers une surveillance massive, vers ce qu'on appelle un peu, ce côté un peu Big Brother, où on est constamment épié pour ce qu'on fait, on sait exactement où on va, quand on y va, comment on y va. Je vais à la salle de sport, on le sait, je vais aller manger au restaurant avec des amis, on le sait. Ce risque est d'autant plus important que le système est formidable en soi. Le système est génial. Il ne coûte pas un copec, si ce n'est que l'application en elle-même, au gouvernement. Pourquoi? Qui sont vos contrôleurs? Les citoyens. Et donc, quand vous êtes dans un système où, en tant que citoyen, vous êtes contrôleur et contrôlé à tour de rôle, les étudiants dans les restaurants qui vous accueillent, ils prennent leur petite machine et ils scannent. La personne à l'accueil de votre salle de sport ou les personnes à l'entrée des salles de théâtre, des salles de cinéma, toutes ces personnes se retrouvent soudain contrôleurs et pire encore, je vais aller plus loin, agents sanctionnateurs.
parce que vous allez être sanctionné. Sanctionné parce qu'on va vous couper l'accès. Alors évidemment, ce n'est pas une amende pénale. Mais quelque part, la sanction sociale est là. La question de dossier médical global, dont on parle beaucoup aussi, qui finalement, enfin, peut-être expliquer ce que c'est le dossier médical global, quels sont les avantages et quelles pourraient être les dérives de ce système. Le dossier médical global, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé ici en l'occurrence, ce n'est pas directement lié au CST. C'est votre dossier médical tel qu'il est enregistré par les différents intervenants médicaux. Donc les médecins d'entre nous doivent savoir, parce que pour y accéder, il leur faut d'ailleurs un lien thérapeutique. Donc c'est un dossier dans lequel on va collationner l'ensemble de l'information médicale qui vous concerne. Alors il faut savoir qu'en termes de dossier médical, on parle de dossier médical global, mais il existe différents types de dossiers médicaux. Il y en a un, on a le dossier médical donc, qui sont gérés par des législations distinctes. On a le dossier médical hospitalier, c'est un dossier spécifique, et puis il y a celui que vous avez chez votre médecin. Et alors à chaque fois normalement, a priori, à chaque fois qu'un thérapeute veut accéder à votre dossier, il doit témoigner d'un lien thérapeutique avec vous, et donc il peut accéder à cette partie-là. Le dossier médical doit rester a priori pour une durée de 30 ans, donc sa durée de conservation est de 30 ans, donc c'est relativement long. Et voilà, que dire de plus, il est géré en effet par la voilà, je pense que... Mais si on voit les avantages, par exemple, d'un médecin chez qui on atterrit, qui n'a pas notre dossier, c'est un avantage parce qu'il a tout notre passif médical. Donc, effectivement, ça, j'imagine que c'est un avantage. Mais quelles pourraient être les dérives de ça? Il est évident que si ces dossiers qui centralisent l'ensemble de l'information du patient sont rendus disponibles, eh bien, les risques, c'est qu'un pan entier de votre vie est rendu disponible et donc vous rend vulnérable. Ça voudrait dire qu'on pourrait ne pas être assuré, on pourrait nous refuser une assurance, par exemple? Alors, ce n'est pas tant qu'on pourrait refuser l'assurance, mais imaginons que vous avez répondu à un questionnaire d'assurance vie à l'achat de votre maison, je ne sais pas combien d'entre vous êtes propriétaires, et que vous avez oublié de noter, hop, une petite case, je me suis fait en effet opérer de quelque chose il y a 2 mois, boum, c'est rendu public, ou en tout cas on donne accès aux assureurs, aujourd'hui ce n'est pas le cas. Eh bien, le risque évidemment, c'est de dire que vous avez menti, et vous allez être sanctionné et donc renvoyer de l'assurance. Ou, soudain, votre prime va pouvoir augmenter très fortement parce que vous avez négligé de donner une information. Donc, les risques sont là, oui. Et le problème, c'est le maillon faible, toujours dans tout ce qui est sécurité, c'est que plus vous avez de personnes qui ont accès, plus vous avez de risques. Est-ce que la sécurité des données dans un hôpital dans lesquels des centaines de personnes potentiellement peuvent avoir accès à un dossier médical est sécurisée? Est-ce que la sécurité dans le cabinet de tous les médecins généralistes est sécurisée? Donc, dès qu'il y a un maillon faible, il y a un risque. Et en fait, un des principes du règlement général sur la protection des données, c'est qu'en fait, ne peuvent avoir accès aux données que ceux qui en ont besoin dans l'exercice de leur activité à ce moment-là. Qu'effectivement, il y a aussi un principe qui dit qu'une des finalités du traitement de données, c'est l'intérêt vital de la personne concernée. Alors, si c'est clair que quelqu'un arrive chez Pierre François dans le coma, on ne va pas d'abord le réveiller pour lui faire signer une politique de vie privée avant de l'opérer, bien entendu. Mais il y a probablement un équilibre à trouver dans l'accès aux données et je dirais que les mesures de sécurité, en tout cas, on n'a pas vu passer, alors qu'on aurait dû le faire, notamment les analyses d'impact qui auraient dû être faites par rapport à un certain nombre de traitements. Donc, on peut être relativement inquiet. Bon, je dirais que l'avenir nous dira comment ça fonctionne, mais c'est clair que plus vous avez de personnes qui ont accès aux données, plus les données sont centralisées, plus il y a des recoupements de données possibles. Et effectivement, le fait que les assureurs puissent à un moment donné avoir accès à ce genre de données est sur la table aussi. Donc, c'est des choses qu'il faut suivre. Alors, le prochain panel concerne les conséquences psychosociales. Quels sont les effets sociaux et psychologiques de la pandémie, de la Covid-19 à court, moyen et long terme? La pandémie, mais surtout les mesures qui ont été prises pour y répondre ou bouleverser les équilibres sociaux et psychologiques de notre pays, pas que le nôtre d'ailleurs. Le confinement des individus, la restriction imposée à certaines libertés jusque-là évidentes, ou encore l'isolement personnel ou professionnel de beaucoup d'entre nous, contraignent à réfléchir les impacts immédiats et à analyser les conséquences induites pour les personnes et pour les relations sociales et politiques. Ce sont ces enjeux et ces questions que ce panel veut aborder.
Alors j'accueille Frédéric Moons, qui est le modérateur, mais qui est aussi sociologue, qui est directeur de l'IEX et qui travaille également à l'UCL Louvain. Ensuite, Olivier Servet, qui est anthropologue à l'UCL aussi. UCL Louvain, on dit maintenant, paraît-il. Anne-Marie Etienne, qui est psychologue clinicienne à l'Université de Liège. Avant de donner la parole aux deux intervenants, je voulais revenir simplement sur quelque chose qui, à mon sens, a été peu souligné dans le débat aujourd'hui. En écoutant ce qui a été présenté, on a eu une description d'une crise qui était sanitaire, avec une partie de gestion de celle-ci qui était médicale et de première ligne, et on a entendu toutes les difficultés. On a entendu aussi en amont les questions juridiques, et on vient encore d'en parler, mais ce matin, on avait déjà eu un avant-goût de toutes ces tensions juridiques. À mon sentiment, on n'a pas souligné le type de crise auquel nous étions confrontés, qui pour moi est essentiellement, voire avant tout, une crise politique. Ce qui a posé problème au cours des 2 dernières années, c'est moins les questions médicales où il y a un débat, où il y a des interventions à avoir, où il y a peut-être des tensions à résoudre entre perspectives ou entre approches. Mais ce qui est vraiment important, ce sont les décisions qui ont été prises pour gérer ce problème. Et des décisions prises pour gérer ou arbitrer un problème, en français comme dans toutes les langues, depuis le grec ancien, ça s'appelle de la politique, la gestion de la cité, les décisions que l'on prend, à tort ou à raison, pour gérer celle-ci. Sciences Anno, dès avril 2020, je crois que c'est important de le signaler, a commencé une enquête sur la dimension plus psychosociale en fait, de la crise. Et c'est intéressant de voir que les 2 pointillés que vous voyez là, c'est les enquêtes équivalentes en 2018. Et donc sur les niveaux de dépression et d'anxiété, en rouge l'anxiété, en vert la dépression. Je ne sais pas s'il y a un sens à la couleur, mais c'est intéressant de voir que par contre, depuis la crise, on voit très très clairement les vagues en fait, les fameuses vagues qui ont souvent été les 2 premières liées à des confinements. Et donc on voit que anxiété comme dépression sont largement au-dessus et que même dans les périodes de creux, en fait, on a une anxiété qui est largement supérieure. Et donc, ça veut dire que clairement, on a eu un climat d'anxiété qui a été entretenu par toute une série de choses. On a eu aussi un élément très important dans ces enquêtes, c'est le fait que pour tous ces répondants, c'est des milliers de répondants, vous avez vu, il y a eu un passage du stress aigu au stress chronique. Alors ça, c'est ce que vous avez tous probablement expérimenté sur le fait de dire ça fait 2 ans que ça dure, je suis fatigué, je suis stressé, j'arrive plus à me concentrer. Beaucoup de collègues qui disaient j'arrive plus à écrire. En fait, ça c'est ce passage du stress aigu au stress chronique. Donc vous avez tous des chiffres là, 59% qui disent être fatigué, être sous pression 51%, etc. Et puis la présence de problèmes physiques qui sont liés à ce stress chronique. Alors c'est amusant parce qu'il y a eu un débat tout au long de la crise sur le fameux Covid long. Moi je vous annonce que le Covid long, en tout cas, il existe au sens où il y a un Covid long psychosocial, parce que les questions psychosociales, elles ne se règlent pas en 1, 2, 3 mois de soins intensifs ou autres. En fait, c'est des questions qui vont durer. Quand vous voyez les proportions dans la population que les enquêtes donnent, ça veut dire que là, ça va être un second tsunami, je pense. Alors, dès le mois de mai, dans ma propre faculté, par exemple, les étudiants ont pris l'initiative de faire une enquête, échanger, partager, sur que fais-tu pour face à l'isolement. Et donc évidemment, on a regardé des séries, on a joué aux jeux vidéo notamment. Mais rapidement dans ces enquêtes, il est vraiment apparu que le stress était extrêmement élevé. Or, on était au mois de mai quand l'enquête a été faite, ça veut dire qu'on était en sortie du confinement, si vous vous souvenez. Et là, les niveaux de stress étaient très très importants. Et alors rapidement, il y a eu un impact sur les études. Alors je le dis parce que le décrochage scolaire, qui est une première conséquence sociale ici, mais qui peut avoir un impact psychologique également, il est identifié très très tôt. Regardez ici, étudiants se sentant en décrochage, on était à 47% partiellement, 12% totalement. Alors les 18%, je ne sais pas, ils m'inquiètent tout autant, parce que quand on ne sait pas évaluer où on en est, ça veut dire qu'on avait là une situation problématique. J'arrive en mars 2021. Donc, focalisation sur les jeunes 18-25 ans,
les universités de l'ULB, ULG et UCL interrogent 25 000 étudiants pour connaître l'impact de la crise sur cette population. Donc on est 1 an après le début de la crise. La moitié des étudiants ont des symptômes d'anxiété ou de dépression, 50%. Alors, il faut savoir que dans toutes les enquêtes, on va être entre 30 et 50, voire 60% parfois. Il y a vraiment une volonté au niveau du politique, ou en tout cas des soins de santé, d'avoir aussi ce qu'on appelle des premières lignes en psychologie, c'est-à-dire de faciliter l'accès à l'information, la psychoéducation, le dépistage, la prévention, de façon à ce que les difficultés que vous avez restent des difficultés et ne deviennent pas des troubles. Parce que c'est ça, finalement, l'enjeu, c'est qu'à travers cette pandémie, si on peut rester un petit peu en dessous des seuils et quelque part réussir à trouver des stratégies d'adaptation pour ne pas se structurer sur un modèle anxieux ou dépressif, je pense que là, on gérera mieux, effectivement, les conséquences psychosociales de cette crise pandémie. Est-ce que cette gestion de l'incertitude qui génère les problèmes psychologiques qui ont été évoqués ou de dépression qui ont été évoqués sont uniformément répartis? En fin de compte, dans les chiffres que Olivier nous a présentés, on a 25% des étudiants. Enfin, ce serait intéressant aussi, par exemple, de voir si c'est des réponses spontanées ou si on a un échantillon représentatif. On n'est pas par rapport à cette question-là, mais est-ce qu'ils ont tous un profil similaire ou est-ce que c'est uniformément réparti? Est-ce que nous sommes tous aussi fragiles, en fin de compte, face à la gestion de l'incertitude? Ou est-ce qu'il y a des facteurs comme pour la Covid? Les éléments qui ont été mis en avant, dont je vous parle maintenant, nous les partageons tous, mais ça nous a pris 1 an et demi au niveau de la communauté des psychologues et des psychiatres, des assistants sociaux et les équipes pluridisciplinaires, pour faire émerger le fait que quand il y a une maladie somatique, il y a effectivement des personnes qui sont plus fragiles, les personnes qui étaient avec un trouble d'anxiété généralisé ou les personnes qui étaient avec des grands délires, on s'est très fortement inquiété. Mais pendant le confinement, ils allaient plutôt bien. C'est l'après-confinement qu'on n'a pas spécialement bien géré avec eux. Et à l'inverse, on n'a pas anticipé que des personnes qui, à la base, n'avaient pas de fragilité particulière, ont encodé les informations d'une façon vraiment particulière. Et le doute s'est installé. Et ça, monsieur et madame tout le monde, moi-même, le doute, à un moment donné, s'il se chronifie, par exemple, les médias, tous les jours, donnaient des informations contradictoires. J'ai beaucoup de respect pour les ministres, mais qu'est-ce qu'ils nous ont donné comme message vraiment contradictoire? Dans les universités, on avait des consignes toutes les semaines éventuellement, où les employeurs avaient des consignes. On a même fait des formations de management pour apprendre aux managers à gérer cette notion d'information qui change tout le temps. Et ça nous rend vulnérables. Alors, j'ai dit vulnérables avec des difficultés. Si on ne met pas en place les outils suffisamment tôt et de façon, je dirais, prendre le temps de les mettre en place, oui, alors on devient tous à risque de devenir un anxieux généralisé, un déprimé, ou alors certains d'entre vous sont peut-être devenus des phobiques des microbes, se lavent les mains anormalement. Voilà, on a vraiment ce qu'on appelle des lits qui s'installent, dont on n'aurait pas eu la révélation si cette crise avait duré moins longtemps, si elle avait été gérée différemment, et peut-être si nous, les psychologues, on avait un peu plus communiqué. Objectivement, on a trop peu communiqué. La difficulté pour moi, c'est que j'ai eu le sentiment qu'on n'a jamais en fait une stratégie qui essaie de réfléchir sur l'impact qu'elle allait produire. Et c'est ça ma difficulté. C'est qu'on a pris des mesures à partir d'un a priori de base qui était le fait qu'on est dans une société matérialiste, ce qui compte, c'est de sauver des corps. Et donc c'est la mort biologique qui a été la première. Alors au début c'est ok, mais quand ça dure 2 ans, à un moment il faut s'interroger. On est en train et on a généré des fragilisations du corps social au sens large, d'individus particuliers, mais plus largement du corps social, qui elles vont prendre un temps considérable à se résorber si on y arrive complètement. Et c'est ça la question que je pose. Ne faut-il pas distinguer entre l'impact du Covid et celui des mesures sanitaires? Aujourd'hui, maintenant, on peut séparer les deux, mais je pense que si on se reporte à il y a 1 an et que je reprends mon déroulé, c'est-à-dire qu'en termes de résolution de problèmes, la proposition qui était faite d'avoir des gestes barrières, d'avoir des
des possibilités au niveau comportemental, émotionnel et intellectuel de faire un certain nombre de choses, permettait d'abaisser la peur par rapport au Covid. Maintenant, aujourd'hui, je ne répondrai plus comme ça, parce que la peur du Covid, elle, effectivement, elle a vraiment baissé très, très fort. Donc la peur de la maladie, les gens peuvent assez bien séparer la notion de sévérité, de groupe à risque. Et c'est vrai que c'est assez difficile de comprendre encore pourquoi certaines personnes gardent certains gestes barrières alors que leur risque a quand même énormément diminué. Et là, je dois dire que je ne sais pas encore. Peut-être que certains collègues ont travaillé sur cette thématique-là, mais on n'a pas encore d'explications ou d'hypothèses qui nous permettent de comprendre pourquoi les gens gardent, par exemple, la distance, le geste social, et vont le garder même quand tout ça sera terminé. Donc là, je n'ai pas de réponse. Mais au moment du Covid et la première année, j'aurais dit que les deux s'alimentaient. Maintenant, on voit qu'elles se différencient. Mais moi, je n'ai pas assez de recul pour répondre davantage. Peut-être juste rajouter que je pense qu'il y a des ritualisations qui sont inscrites. Quand quelque chose dure 3 mois, ça passe. Quand ça dure 2 ans, il y a des inscriptions en fait, sociales et le sentiment de sécurité est assimilé à une pratique et donc on va le retrouver. Est-ce que vous pensez que la crise a permis une ouverture à la discussion de santé mentale? Oui, oui, clairement. Peut-être pas par le chemin que nous aurions souhaité, malheureusement. Mais oui, clairement, je pense qu'on a rétabli aussi tout un dialogue autour du fait que on a des populations qui doivent faire face à... On a eu les attentats, on a eu le VIH, on a cette épidémie-ci. Donc oui, on a considéré que les stratégies d'adaptation des personnes, c'est quelque chose qu'il va falloir penser différemment. Pour exemple, donc en psychologie, on a une loi maintenant qui va définir la psychologie clinique, et dans les activités, ça c'est peut-être c'est pas tellement évident pour vous, mais il faut savoir que pour quelqu'un comme moi qui a vécu plutôt l'essor de la psychothérapie et de la psychanalyse, c'est vraiment une révolution. 4 activités doivent être nécessairement maîtrisées par les psychologues cliniciens. La prise en charge et le diagnostic, ça c'est pas nouveau, on a toujours dû faire. Mais par contre, ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'on doit faire des activités de prévention et des activités de dépistage. Donc on ne conçoit plus ce métier-là sans ces 2 activités cliniques-là. Et ces 2 activités cliniques-là se font en interaction avec les autres professionnels de la santé. Donc la santé mentale est maintenant mise en avant en disant il faut prendre le problème tôt, il faut avoir une discussion participative avec les différents acteurs et donc définir ce que nous pouvons faire, ce que l'autre peut faire, et alors considérer l'usager, parce que quand on est en dépistage et en prévention, on n'est pas face à un patient, on est un usager, trouver une solution avec lui pour quelque part lui permettre de rester en santé psychologique, physique, sociale, culturelle, sexuelle, environnementale, le plus longtemps possible, avec le plus d'outils possible qu'il peut trouver sans aller dans des structures trop lourdes qui chronifient ou qui structurent quelque chose de manière chronique. J'espère que la voie que tu décris est la voie positive vers laquelle on va aller. Et je pense qu'il y a des outils comme cette loi dont tu parles qui sont des outils positifs. Mais en même temps, je suis sidéré de voir combien, au début de la crise, on a complètement nié en fait, cette dimension, alors qu'on avait des données, et combien, donc comme si c'était secondaire, en fait, comme si c'était, voilà, c'est la fin du colloque, et donc on peut venir avec ces questions-là. Et puis, combien, en fait, faire respecter la règle et se protéger était presque prioritaire par rapport au bien-être de certaines populations. Et donc là, je pense que ça pose une vraie question, c'est comment on peut amener, en fait, une vraie synergie, une vraie interactivité avec les acteurs sociaux ou politiques pour pouvoir éventuellement rectifier le tir. Moi, j'ai maintenant une série d'acteurs de la société civile ou du monde scolaire avec qui j'ai été en contact et où je vois que, en fait, il y a une immense culpabilité qui est montée quand ils ont compris ou ils ont progressivement été conscientisés du dégât en fait, qu'ils avaient créé ou auquel ils avaient participé. Je pense que ça, c'est quelque chose qui ne peut plus arriver demain pour la prochaine pandémie et qui est fondamental.
Et donc oui, aller vers ce que tu as balisé, et en même temps, on doit vraiment avoir, je pense, tenir les leçons. On a eu des soucis techniques pendant la conférence, donc j'aurais voulu vous poser les questions qui ne sont pas passées, enfin, en tout cas que le public n'a pas entendu en streaming, et notamment votre retour sur le colloque de ce mardi. Le colloque, pour autant que je me souvienne de ce que j'ai dit il y a déjà quelques jours, était excellent parce qu'il avait le mérite d'exister. C'était la première fois qu'on avait ensemble des experts dits indépendants, des experts du gouvernement, des experts officiels. Et je crois que c'est une des raisons pour laquelle la crise a été si dure et si longue, c'est qu'à aucun moment on n'a pu construire un consensus valable en débattant entre experts. Il y avait une doxa d'un côté et des opposants de l'autre, et jamais personne n'a tout à fait raison, tout à fait tort. Donc, c'était impressionnant, c'était bien. Et j'ai été particulièrement impressionné par d'avoir mis en avant aussi les aspects légaux et les aspects psycho et sociologiques. Il est trop facile de résumer la santé à l'absence de maladie. Il y a la santé personnelle, il y a la santé du groupe et il y a la santé sociale. Et nous avons une crise qui est sociogénique, avec une pathologie sociogénique, la peur en faisant partie en fait. La deuxième question que je vous avais posée, c'était, on parle beaucoup de nouveaux variants avec lesquels il va falloir vivre plus tard, de zoonoses, notamment justement le fait que le Covid-19, la Covid-19, c'était une zoonose. Et donc, comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ça à l'avenir? Une zoonose, pour être clair pour les gens, la zoonose, c'est le chien, le chat, votre lapin, votre veau, vache, cochon, le furet, le kangourou qui peut vous la donner. Et donc, en fait, quand un virus environnemental comme cela, un virus respiratoire est une zoonose, ça a des conséquences. Ça veut dire que focaliser sur la transmission entre humains quand les diables est hors de la boîte, c'est un peu bête. De la même façon que rester enfermé avec son chat qui peut vous donner la maladie, c'est peut-être pas ce qu'il y a plus malin à faire. Donc, quelque part, quand on admet que c'est une zoonose, et je crois que le professeur Ivan Latem l'avait reconnu déjà en début de crise, à l'été 2020, que c'était une zoonose, il faut se dire c'est autour de nous et on ne sait pas contre la dispersion. Première conséquence. Deuxième conséquence, est-il raisonnable d'essayer de vacciner tous les humains quand de toute façon le virus, il est sélectionné par les vaccins, donc les variants naissent à cause d'une résistance au vaccin, et de plus, il peut faire du ping-pong entre près de 800 espèces. Donc, il faut être surtout au courant du germe en question. Et je crois que les zoonoses sont connues, mais il faut les appréhender dans leur globalité, ça veut dire environnementale. Je crois qu'on sera tout à fait prêt pour gérer les zoonoses à partir du moment où on n'aura pas peur de dire le mot zoonose. Mais dans cette crise, on n'a même pas osé le dire. C'est qui est aberrant. On parle de labellisation des experts. Il y en a beaucoup qui ont reproché, dont vous, que certaines personnes se disaient experts et n'avaient pas finalement les qualités pour avoir le statut d'expert, qu'il aurait fallu une sorte de régulation et de certification de ces experts. Sous-entendu, ceux qui tenaient un discours critique n'étaient pas de bons experts. Il n'y a pas d'expertise absolue. L'expertise, elle naît de la confrontation des idées de cerveaux différents. Donc c'est de là. À partir du moment où Galilée il était tout seul, il y a quelques siècles, à dire que la Terre tournait autour du Soleil et pas l'inverse. Donc, ce n'est pas parce qu'on est, comme on dit, out of the mainstream qu'on est le mauvais, au contraire, on peut avoir raison. Donc, la science n'est pas une démocratie. Ça, je crois que c'est ce que les gens ne comprennent pas dans cette crise, c'est de croire que s'il y a 95% des gens qui disent bleu, les 5% qui disent blanc ont tort. Ils pourraient avoir tort, sauf s'ils ont des bonnes données. Donc, à partir du moment où des données existent, des experts indépendants les signalent, je crois qu'on ne peut pas parler de bons ou de mauvais experts. Et il y a autre chose. Il faut que les gens se rappellent en Belgique que pendant des mois, il n'y a pas eu d'experts indépendants pour critiquer le gouvernement. Pourquoi ? Moi-même inclus, pendant les 3-4 premiers mois d'une crise, j'aurais peut-être pas fait mieux qu'eux, donc je les laisse travailler. Je me dis, bon, ils n'ont pas besoin de moi. Et puis à partir du moment où je vois une erreur, 2 erreurs, 3 erreurs, à partir du moment où le professeur entier voit la même chose, il y a des voix qui commencent à s'élever. Alors pour revenir ils font un label. Vous savez, moi je crois qu'on attend du politique qui s'entoure d'un maximum d'experts et d'une pluralité d'expertise couvrant tous les aspects. La seule chose qu'on peut demander aux politiques, c'est d'avoir plein d'avis discordants, faire une synthèse et décider pour le groupe. Quand on n'a plus qu'un seul avis, c'est là où en fait on n'a pas de bonne expertise. Et alors une dernière question par rapport notamment aux événements qui se sont produits dernièrement. Là on ne parle plus du Covid, et pour cause, il y a la crise en Ukraine, mais il y a 1 an et demi déjà, finalement, ce que vous disiez dans La Libre, ou je pense que c'était dans Le Vif, vous parliez déjà d'une
une surévaluation des cas Covid, enfin des cas positifs en fait, des PCR, etc. Et avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez en dire par rapport à la manière dont les médias ont traité les informations? Il y a deux questions dans votre question. Le premier, sur les chiffres de la crise, il est sûr qu'ils font pas le bon outil. Depuis le début, j'avais publié ça à la fois dans Le Vif et même dans d'autres médias dits alternatifs, ce n'est pas pour ça qu'ils sont mauvais, que les PCR sans symptômes, c'était rien. Puis c'est revenu dans la Libre sous forme d'une carte blanche où on a désinformé le public parce que finalement j'avais raison. La Libre a prétendu à un moment qu'il n'y avait pas de problème vu qu'on mesurait on faisait des tests PCR que sur les symptomatiques. Alors que 2 mois avant, la Libre Belgique elle-même publiait un article qui disait ben oui, mais c'était le commissaire qu'on a dit non, on prend les tests dépistage systématiques sur les asymptomatiques, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de symptômes et ne sont pas malades. Donc, ils se contredisent eux-mêmes dans leur éditorial ou dans leurs éditoriaux. Donc, je crois que là, il y a eu un problème d'information, en effet. Et j'ai eu d'autres cartes blanches. Les cartes blanches, je peux vous signaler, qu'elles soient dans la Libre ou dans le Vif. Il y en a eu 3 dans le Vif et une dans la Libre, qui dit que finalement, on ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, avoir un vaccin, moi, je ne suis absolument pas contre le principe de la vaccination. Ça a sauvé des vies, ça fait plus de 2 siècles qu'on utilise et ça a changé le décours sanitaire de l'humanité, que ce soit après avoir été malade ou pour la mortalité infantile. C'est génial. Seulement, quand on a des gens malades et on n'a pas de prise en charge adéquate, ils se dégradent. Donc, on reste à la maison 1 jour, 2 jours, 3 jours, on peut attraper une complication, on n'est pas pris en charge. La plupart de ces complications, je ne parle pas de traitement alternatif, peuvent être parfaitement traitées. On ne les traite pas, donc on arrive et on remplit les soins intensifs. C'est ce que le docteur Caruso a signalé, et c'est d'ailleurs quelque chose de clair. On ne parle pas de médicaments spécifiques, on parle juste de monitoring et de prise en charge. Parce que finalement, désolé de le dire, mais entre le paracétamol et l'entrée des soins intensifs, il y a ce qu'on appelle la médecine. Et c'est comme si la médecine avait tout à fait été gommée. Et c'est peut-être une des plus grandes leçons à tirer de cette crise. Quand j'ai publié ces cartes blanches, je disais juste, il faut de tout, il faut utiliser tous nos atouts, il ne faut pas se limiter justement au vaccin. Et je disais, il est temps de changer de paradigme. Quand quelque chose est utilisable et un médecin a le droit de prescrire sur notice ou hors notice. C'est son rôle, c'est son honneur. S'il croit que ça peut aider le patient, il peut sortir de la notice. Il a intérêt à avoir raison, mais ça se fait souvent. Et donc, quand on parle, moi j'ai toujours les 2 molécules dont j'ai parlé, qui sont l'ivermectine, mais surtout la mentadine, qui est un antiviral reconnu et certifié qui a disparu du marché 2 ans avant la crise, alors qu'on l'a donné sans arrêt. Entendre dire dans la presse que c'est des médicaments vétérinaires, c'est faux, c'est des médicaments humains. Donc, faire peur aux gens, si ça ne fait pas de mal, où était le problème? Sachant qu'il y avait des évidences solides qui indiquaient que ça aidait beaucoup de personnes. Et donc, en gros, ces médicaments étaient donnés sous le manteau en attendant le vaccin, parce qu'on est tous au courant de nombreux médecins qui les ont utilisés. Et je crois que si on veut éviter dans le futur ce genre de problème, il faut aller vers le format Open Science. Ça veut dire que les papiers scientifiques, c'est directement lié à votre question, bien que ça n'y attache pas, c'est directement lié. Les papiers scientifiques doivent être révisés de manière transparente et le nom des réviseurs doit être ajouté au papier. Comme ça, les gens signent pour ce qu'ils disent. Sinon, c'est trop facile d'avoir une sorte de système opaque. Donc, le format Open Science pourrait éviter des désinformations scientifiques. Parce que le problème que vous déplorez a été le fait qu'il y a eu un débat dans la place publique et ce n'était pas la place pour avoir ce débat sur l'efficacité d'un traitement qu'on savait par ailleurs être au moins partiellement efficace.